appelé. Vous êtes ravin. Nous voulons véridique dans les plus brefs délais. Il était à peu près 8h30 ou 9h du matin, il faisait très très froid. On a reçu un appel d'une requérante qui nous signalait avoir vu ce qui lui semblait être un corps. Donc c'était un homme. Il était entièrement nu. Il avait des menottes aux mains. Il avait des bâillons au niveau du cou. Il était brûlé sur une grande partie du corps. Et il faisait beaucoup de peine à voir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au micro de Radio Shalom, Charles Hugassi. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du réalisateur canadien Lewis Cohen, qui vient de produire un documentaire intitulé « Les Juifs et l'argent ». Ce documentaire a été projeté dans le cadre du Festival des films du monde qui se déroule actuellement à Montréal. Lewis Cohen, bonjour. Bonjour. Écoutez, Lewis, au moment où on se parle, il y a une vague antisémite qui se répand encore une fois en France. Tout à fait. Il y a eu un attentat contre une épicerie cachère à Sarcelles. Il y a eu des messages antisémites sur Twitter avec le mot-clé hashtag « un bon juif ». Et quelques heures après, des clichés antisémites se sont répandus à vive allure, partout en France. C'est dans ce cadre nettement, comment dirais-je, anti-juif que l'on a assisté il y a seulement 4 ans à l'un des crimes les plus sordides, les plus odieux, les plus révoltants. Un crime à caractère antisémite par excellence. Et vous, Lewis Cohen, vous vous êtes penché sur l'affaire du malheureux juif français Ilan Halimi, ce jeune juif de 23 ans, sauvagement enlevé, assassiné par le gang des barbares. Alors ce que je voudrais aujourd'hui, Lewis Cohen, c'est pour le bénéfice de nos auditeurs, parce qu'il y a quand même 4 ans qui se sont écoulés, c'est de nous rappeler un petit peu dans quelles circonstances et comment cela s'est produit. En fait, c'était il y a 6 ans. C'était en 2006 que ce fameux criminel et barbare, Youssouf Fofana, a mis en place, en fait c'est même en 2005 qu'il a commencé ses travaux de ciblage de gens pour de l'argent. Il a rapidement décidé que la communauté juive faisait pour lui le meilleur cible pour ses attentats, parce justement il baignait dans ce cliché sur les juifs et l'argent, que tous les juifs étaient riches d'une côté, et de l'autre que la communauté juive était solidaire, alors qu'il viendrait soutenir et payer un rançon pour n'importe quel membre de la communauté qui se faisait enlever. Alors il a commencé à cibler des juifs. Il y a eu une méthodologie, on peut dire peut-être pervers, où il a envoyé des jeunes filles, des belles jeunes filles, pour attirer des gens, des jeunes hommes dans des guet-apens, dans en tout cas des appâts, on disait en France. Et après avoir eu plusieurs échecs, malheureusement, la jeune fille qui s'appelle Yalda est rentrée dans la boutique d'Ilan Halimi, pas la boutique d'Ilan Halimi, mais la boutique où Ilan travaillait, parce que c'était pas le propriétaire, le jeune homme de 23 ans, et lui séduit, demandé de sortir avec elle, prendre un coca dans un café 2 jours après. Quand c'est déroulé, elle a demandé, oui, ma tante habite à Sceaux, peux-tu me joindre. Oui, me conduire, j'excuse. Me conduire chez ma tante à Sceaux. Oui. Alors, il est allé à Sceaux, il a conduit la fille, ils se sont marchés dans les buissons, où Fofana et 2 ou 3 gros bras attendaient Ilan, ce proie. Ils ont sauté dessus, ils l'ont tout de suite mis du masking, bâillonné, tout ça, mis dans le coffre de l'auto, amené dans un banlieue sud de Paris, Bagneux, où il était séquestré pendant 3 semaines. Il était mal nourri, il était maltraité.
Il était gardé par 4 à 6 geôliers dans une espèce de cycle de 24 heures. Il mangeait à peine et malheureusement pour tout le monde, entre la police française et les ravisseurs, les choses se sont mal passées. Fofana faisait des demandes très difficiles à suivre. La possibilité de faire un paiement de rançon était un peu négligeable parce qu'il demandait des choses comme venez avec 10 personnes dans un café à Châtelet avec 10 ordinateurs pour des choses qui n'avaient pas de bon sens. Alors, Ilan, finalement, était le victime de cette incapacité de faire n'importe quoi entre les policiers et le gang. Et ils l'ont tué d'une façon barbare que, oui, d'une côté, c'est le résultat d'un échec de négociation, mais on voit avec les brûlures qu'il a eues sur tout le corps, sur 80% du corps, il était poignardé dans le cou. Il y a une haine dans ce mort assez frappant. Il était menotté et laissé nu et menotté à Sainte-Geneviève-des-Bois, qui est encore plus au sud de Paris. En février, il a passé la nuit à grimper. Il était encore vivant jusqu'à le lendemain matin. Et c'est là où on commence le film, en fait, avec le découvert de ce corps. Puis après, on retrace toute cette histoire. Tout à fait. Alors écoutez, merci Lewis Cohen donc, pour cette mise en situation du film, de ce merveilleux documentaire. Il est à la fois merveilleux parce que bien fait, mais d'un autre côté, il nous rappelle de sombres souvenirs, de terribles souvenirs. Certaines personnes autour de moi m'ont même dit « j'ai un peu de difficulté à aller voir ce film, certaines personnes ont préféré ne pas aller le voir tout de suite parce que tellement le souvenir de la chose était atroce. » Alors donc, si on en vient au début de ce film, je crois que ce qui a été l'élément déclencheur, et corrigez-moi si je me trompe, ça a été la déclaration du président d'alors, le président Sarkozy, qui a dit officiellement, ouvertement, à la télévision, qu'il s'agissait d'un crime antisémite. Et non pas d'un crime crapuleux ou d'un crime sordide comme ça, comme on peut en voir tous les jours, n'est-ce pas, dans les bas-fonds de toutes les cités à travers le monde. Il s'agissait véritablement d'un crime antisémite. La vérité, c'est que ces voyous ont d'abord agi pour des motifs crapuleux et sordides, l'argent, mais qu'ils avaient la conviction que les Juifs ont de l'argent et que si ceux qui l'enlevaient n'avaient pas d'argent, sa famille et sa communauté seraient solidaires. Cela s'appelle de l'antisémitisme par de l'amalgame et il n'est pas besoin d'ergoter davantage. Tout à fait, parce que le antisémitisme par amalgame, et ce sont la phrase exacte que Sarkozy a utilisée, justement parce que le ciblage était c'est que le juif présumé riche, la communauté présumée solidaire, ce sont des préjugés. On est fiers, comme disait Théo Klein en France, nous sommes fiers d'être solidaires, ce n'est pas ça, mais l'amalgame des Juifs avec l'argent est un antisémitisme qui date de loin et comme vous savez très bien, le film va chercher dans l'histoire les origines de cette association. Effectivement, vous avez interviewé Jacques Le Goff, historien et auteur, qui nous a très bien mis la situation en rapport, c'est-à-dire l'historique de l'antisémitisme. Il est remonté même aux temps les plus médiévaux, n'est-ce pas, où il rappelle qu'il y avait déjà un lien qui avait été établi. Vous avez également présenté l'archiviste Sarah Lipton, qui nous a démontré qu'à l'époque, dans les temps médiévaux, il y avait encore le juif était dépeint avec une bourse d'argent, comme ça. C'était un petit peu le cliché qu'on véhiculait à l'époque. L'histoire crée souvent de la mémoire qui a un contenu mythique, un contenu faux. Quand un mythe se développe, eh bien, très souvent, il reste très longtemps, même quand les conditions qui l'ont justifié au départ ont disparu.
Et c'est le cas pour le lien que l'on fait toujours entre les Juifs et l'argent. Nous venons d'écouter Jacques Le Goff, qui est historien et auteur, et qui a parlé du mythe sur les Juifs et l'argent. Tout à fait. Et des fois, c'est difficile pour moi-même, pour les Juifs, de le voir, mais c'était aussi la réalité, qui est devenue un cliché comme après, mais dans le sens que les Juifs étaient forcés à travailler dans les domaines financiers, et plus particulièrement dans le prêt à intérêt à cette époque-là, parce qu'ils étaient déjà, ayant été expulsés d'Israël et ayant formé une diaspora qui, d'une certaine côté, est le début du monde moderne. On est tous en diaspora aujourd'hui. Alors, en étant un peuple qui était dans beaucoup de villes autour du bassin méditerranéen, les Juifs avaient une certaine capacité de parler les langues, plusieurs langues, d'être en communication avec les communautés à travers des grandes distances. Ils étaient déjà dans des formes de business qui, pour les chrétiens médiévaux, qui étaient quand même dans ce qu'on appelle the Dark Ages, ils étaient beaucoup moins cosmopolites, beaucoup moins fluents dans ce langage d'échange. Alors les Juifs étaient invités dans l'Europe, et l'Europe du Nord dans l'an 1000, dans l'an 1100, à l'époque de Charlemagne et tout ça, pour essayer de faire partir l'économie.